nous parler de l'enseignement à l'Institut en Algérie. Mesdames et messieurs, honorables assistance, salam alaikum. C'est avec un grand plaisir que la Fondation m'a invité à présenter une contribution. C'est un grand plaisir. C'est mes anciens confrères et Shahad Amni sont très dynamiques. Hein. Ils ont inondé les réseaux sociaux avec ces journées. Comme ça. Donc, ma contribution vise modestement à partager quelques moments de la longue histoire de l'architecture en Algérie. Donc, ce n'est nul à un cours de l'histoire de l'Algérie, ni un cours d'histoire sur l'architecture. Donc, il touche trois termes. L'histoire, quelques moments de l'histoire, l'enseignement de l'architecture et l'exercice de la profession d'architecte en Algérie. Donc, mon exposé sera accompagné par une sélection d'images, forcément pas exhaustive, mais qui montre les richesses architecturales de l'Algérie à différentes périodes de son histoire. Notre patrimoine, à l'image de celui des pays méditerranéens et africains qui lui sont voisins, comprend des composantes remarquables et pour certains moins remarquables, qui retracent les influences clés de notre histoire amazigh, punique, numide, romaine, arabo-berbère, ottomane, espagnole, française. Ce patrimoine couvre des aspects très différents, aussi bien urbains qu'architecturaux. Prenons la ville de Constantine, anciennement appelée Carta ou Sirta à l'époque numide. C'est l'un des joyaux de ce patrimoine. Son histoire remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je pourrais aussi évoquer les sites romains exceptionnels, Tidis, Timgat, Djumila, Tipaza, Cherchel. Aussi, nous évoquerons les dynasties arabo-berbères, où nous nous arrêtons devant la première capitale de la dynastie berbère musulmane, les Élites, l'Achir, bâti en l'an 935, dont les vestiges témoignent de l'existence d'un palais de forme rectangulaire, renforcé aux angles à intervalles réguliers par de gros piliers carrés avec des décrochements, ce qui démontre l'existence de vrais bâtisseurs avec un savoir-faire affirmé à cette époque. De même pour la dynastie des Iyanides, avec comme capitale Tlemcen, les Hammadides avec comme capitale Béjaïa, et les Rostomides avec Tiaret comme capitale. J'évoquerai aussi le patrimoine saharien et l'héritage culturel et architectural que nos ancêtres nous ont légué, notamment les Roussins du Sud, témoins du savoir-faire des locaux qui ont su s'adapter et vivre dans des conditions climatiques très sévères. Je citerai aussi la leçon d'architecture des villes de la merveilleuse vallée du Mza. Ou encore
les palais et les mosquées de la période ottomane avec leur architecture connue par une qualité esthétique exceptionnelle, comme le palais du Dey d'Alger, le palais d'Ahmed Pacha de Constantine, Jama el-Kbir, la mosquée Hassan Pacha, Ketchaoua, etc. L'installation des morts, venus d'Andalousie, après la Reconquista, en fin du XVe siècle, a permis un brassage culturel qui a apporté une richesse tout azimut. Et sans oublier, surtout, la fascinante architecture vernaculaire de la Casbah d'Alger. Durant la période coloniale, l'occupant français avait enclenché tout un processus de transformation urbanistique et architecturale qui a transformé radicalement plusieurs villes traditionnelles, à l'image des villes occidentales. Ainsi, de nombreuses villes du XIXe siècle sont nées. Au début des années 50, et pour faire face à la crise de logement et l'éradication des bidonvilles, dans le but de désamorcer la crise sociopolitique ambiante, l'administration française, à l'époque, avait besoin de construire plus dans le moindre temps et au moindre coût. C'est la méthode Pouillon. Jacques Chevalier, maire d'Alger à l'époque, avait fait appel au célèbre architecte Fernand Pouillon en 1953 pour mettre en œuvre des projets d'habitat de grandes envergures. Il s'agissait de construire des logements en masse. C'est l'histoire qui se répète. L'enseignement de l'architecture, à cette époque, fut l'apanage de l'École nationale des beaux-arts, une institution fondée en 1881 et qui prodigue dès à sa création un atelier d'architecture et un cours d'architecture. Cette photo montre un concours qui a été lancé vers les années 20 sur le concours de l'École des Beaux-Arts d'Alger. C'est la rue Mystique. Le lauréat, c'était Léon Claro, bien sûr, le projet qui n'a pas été réalisé. En 1909, marque la nomination de Gabriel Darbeda, premier architecte français natif d'Algérie, à la tête de l'atelier d'architecture. Cela marque le point de départ d'un enseignement de l'architecture plus structuré et mieux organisé. À l'indépendance, il fallait édifier un État pour la gestion du pays. C'était une période très difficile étant donné l'absence d'encadrement dans tous les secteurs confondus. Les bacheliers se comptaient sur le bout des doigts. Et ce n'est qu'en 1968 qu'il y a eu création du diplôme d'architecte par décret numéro 68-110. Pour étayer ce constat, je vous dresse un tableau qui passe de commentaires. Le 15 janvier 1963, nous notons la création du Conseil provisoire de l'Ordre des architectes, qui comptait 11 membres, dont 2 Algériens. En 1966, il a eu la publication de la première liste d'architectes autorisés à porter le titre et à exercer les fonctions d'architecte en Algérie. Cette liste comprenait 39 architectes, dont 5 Algériens. En 1976, il y a eu la publication du 3e tableau national des architectes, qui comprenait 108 architectes, dont 45 Algériens. L'enseignement de l'architecture a connu lui aussi d'importants bouleversements, marqués par une refonte progressive des programmes et l'adoption du système universitaire. Ainsi, dès la rentrée de 1963, et entériné une scission définitive avec les autres disciplines artistiques, l'École des Beaux-Arts d'Alger est rebaptisée pour devenir l'École nationale d'architecture et des Beaux-Arts, ENABA. Sur les quelques 400 architectes que comptait la profession avant l'indépendance, il n'en restait qu'une cinquantaine au début des années 60, qui, par manque de commandes, quitteront pour la plupart le pays au cours des années suivantes. Les 2 premières décennies qui suivent l'indépendance de l'Algérie sont dominées par le secteur de l'habitat, particulièrement par le logement en masse, le plan triennal, le plan quadriennal, quinquennal, etc.
toujours guidé par la nécessité d'urgence quantitative, le jeune État faisait face à une forte croissance démographique et un exode rural massif qui obligeait les décideurs à agir pour éviter l'éclatement social. Ainsi, des opérations de grandes envergures ont été engagées, grands ensembles d'habitats, équipements publics, zones industrielles, zones d'activité, ainsi que des infrastructures de base nécessaires. En l'absence des milieux de l'architecture locale, il a fallu importer des architectes étrangers. Certains greffes ont été très bien pris, certaines ont eu des résultats mitigés, d'autres ont été ratés. Beaucoup d'autres architectes de renom connus et moins connus, tels qu'Oscar Niemeyer, Kenzo Pan, Jean-Jacques Deluz, André Ravero, Ricardo Bofill, Moretti, ont façonné à chacun sa manière le paysage architectural de l'Algérie. D'autre part, Fernand Pouillon poursuivait l'édification d'équipements exceptionnels, principalement dans le domaine touristique. Atipazar, Asidi Faraj, Annaba, Boussaada, Timimoun, Abbas, etc. C'est la période de l'âge d'or du tourisme en Algérie. Ce décollage fut renforcé par l'apport d'un partenariat étranger. Entre-temps, notre jeune État a lancé un programme très ambitieux de formation d'architectes. Les dernières traces de l'école française sont vite effacées pour laisser place à l'ambition portée par les dirigeants algériens. Former des architectes en grand nombre et très rapidement. Pour y parvenir, il approuve et met en œuvre le projet pédagogique porté par l'architecte algérien Abdelrahman Bouchama et un architecte moyen du nom de Chiflé. Le premier établissement universitaire qui a été édifié fut l'École nationale d'architecture, l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, inaugurée le 14 octobre 1970, et dont la première promotion a donné 45 Algériens, 45 architectes, pardon. Vint ensuite, dans les années 80, la création de 5 instituts d'architecture répartis d'est en ouest du pays pour arriver à ces 20 dernières années à plus de 15 instituts d'architecture réalisés. Aujourd'hui, nous disposons plus de 22 instituts et une école d'architecture avec pour l'année de référence 2017-2018, une promotion de près de 4000 architectes. En l'espace de 60 ans, l'Algérie est passée donc de 2 architectes au début des années 60 à 30 000 architectes en 2022. Au-delà de ces chiffres, il est utile de vous rappeler qu'à sa fondation, l'école d'architecture avait pour mission de former les architectes appelés à construire le pays. Au vu de la demande de logement sans cesse croissante, à cet égard, le profil d'architecte formé par l'école devrait s'inscrire dans la dynamique de la politique d'industrialisation engagée à l'époque par l'État comme alternative de développement économique de l'Algérie. En demeurant, les programmes d'enseignement dispensés étaient focalisés sur des considérants quantitatifs en matière de nouvelles productions du cadre bâti, sans se soucier de la prise en charge des déterminants de l'identité de la nation, ni ceux relatifs à la question du devenir du paysage construit du pays. Reste que pendant les années 80, de larges débats et réflexions sur l'architecture menés, notamment à l'école d'architecture, ont donné naissance aux premières postgraduations qui ont défini de nouveaux axes de spécialisation de l'enseignement de l'architecture, tels que l'urbanisme opérationnel, l'architecture bioclimatique et la préservation et la mise en valeur des sites et monuments historiques. Actuellement, d'autres thématiques plus pointues sont venues renforcer les laboratoires de recherche avec le laboratoire Ville, Urbanisme et Développement Durable, le laboratoire Ville, Architecture, Patrimoine et le troisième, Architecture et Environnement. Reste que, vu la poussée exponentielle du nombre d'architectes formés, il est devenu nécessaire d'organiser la profession et de réglementer l'exercice de celle-ci. Voilà pourquoi
fut mis en place l'Ordre des architectes en 1994 avec la promulgation du décret 9407 relative aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte. Le premier conseil fut créé en 1996 et le premier tableau national regroupait 486 architectes agréés. Actuellement, nous comptons plus de 9000 architectes en exercice libéral et plus de 20 000 architectes salariés dans différents secteurs. J'ajoute que la formation de l'architecte de nos jours est loin, que l'on pense bien, de la mission initiale de l'enseignement de l'architecture orientée exclusivement vers la production intensive de logements. D'autres prismes sont à prendre en considération. Il y va des préoccupations en matière de prise en charge de l'environnement et des zones sensibles, tout comme l'intronisation des zones de technologie dans l'art de bâtir. Idem pour la prise en charge des tissus anciens et des sites et des centres historiques qui prennent une place prépondérante dans l'enseignement et l'exercice de la profession d'architecte. Sur ce point, ô combien sensible, qui est interpellé l'ordre des architectes à des fins d'une gestion plus subtile et plus complexe que celle qu'ils mènent actuellement. Sur ce plan, l'avenir nous saisit et nous indique la nouvelle voie à suivre, étant entendu que les besoins ne sont plus les mêmes. Réparer et construire sont les deux credos essentiels induits par la réalisation des différents programmes du gouvernement, notamment les programmes de logements sociaux, toutes formules confondues, des centaines de milliers de nouveaux logements, campus universitaires, des stades olympiques, la grande mosquée d'Alger, les mégastructures, autoroutes, aéroports, métros, tramways, etc. Cela fait beaucoup. Du coup, l'heure est à la prise en charge des considérants qualitatifs du paysage construit et à sa mise à niveau avec les exigences contemporaines des conditions de confort et d'habitabilité. La réalisation du programme ambitieux de l'État, 2 millions de logements menés depuis les années 2000, les pouvoirs publics sont tombés dans les mêmes réflexes des années 70, qui étaient de promouvoir la quantité au détriment de la qualité, sous prétexte de l'urgence, allant jusqu'à l'importation d'entreprises étrangères pour la réalisation de ces programmes. Ce n'est nul un prétexte qui justifie la déliquescence d'un paysage urbain, et comme dit l'adage, il n'y a pas d'urgence, il y a que des gens pressés. Il est des situations où, quel que soit le domaine, la profession, nous ne sommes jamais à l'abri des effets du temps, mais nous en subissons la dictature. Dit autrement, personne rien n'est en mesure d'arrêter la marche victorieuse du calendrier. Justement, voilà, 29 ans déjà sont passés et écoulés sur la création de l'ordre des architectes. La grande question que chacun parmi nous se pose légitimement et qui est une question tout à fait naturelle et bien sûr, sans remettre en cause l'engagement, le travail, la sincérité, le dévouement dont ont fait preuve les représentants de la profession qui se sont succédés, quel est le bilan aujourd'hui? Était-il à la hauteur des attentes? Y a-t-il eu des avancées pour notre institution ou pour notre profession? 29 ans, disais-je, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est peu par rapport à l'histoire d'un pays. Mais c'est largement suffisant pour faire une halte afin de dresser un bilan ou du moins énumérer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et peut-être revoir carrément tout le système. Et c'est cela qui permet l'émergence effective de notre profession. Les architectes et professionnels par leur représentation. Or, des architectes, syndicats des architectes, associations des architectes, fondations doivent mettre en place un climat de réflexion et constituer une force de proposition afin de solutionner et promouvoir les besoins qualitatifs de l'architecture et du bâtiment
en collaboration avec l'université, qui doit assumer une formation continue et être un laboratoire de réflexion, dont par exemple la mise en place d'un conseil de coordination intersectorielle, jetant les ponts entre les écoles d'architecture, les professionnels en exercice et les secteurs utilisateurs. Il nous est demandé de faire preuve de conscience, de solidarité, pour juguler les difficultés anciennes auxquelles sont venues de nouvelles de plus en plus graves difficultés. Chacun parmi nous peut avancer seul, mais ensemble, nous pourrons aller plus loin. Et finalement, c'est la longévité de notre métier qui compte. Cette longévité n'a de corollaire que le travail et la compétence qui sont la devise de notre honorable métier. Voilà, je termine cet exposé par une célèbre citation de Astolphe de Custine qui dit que l'architecture est la physionomie des nations. Je vous remercie.